Fond de Latte. Voici une histoire à la fois folle et étrange. L'histoire d'André Berthaud, qui durant l'été 1961, en Vendée, à la plage, alors qu'il est âgé de 38 ans, tombe littéralement amoureux d'une petite fille de 8 ans. Et après les vacances, ne supportant pas de ne plus la voir, il l'enlève. Et cette histoire est aujourd'hui ressuscitée, presque 60 ans plus tard, par sa fille, Danielle Berthaud, qui sera là tout à l'heure et qui, dans un livre qui paraît chez un tout petit éditeur, s'est écrit, raconte tout. Le livre s'appelle Les Ongles Rouges. Ça donne une histoire stupéfiante que Nicolas Loupien m'a aidé à écrire. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Voici quelques clichés de ma petite enfance. Pour que vous sachiez, mon petit frère était malade et fragile. Il a réussi à atteindre 6 mois sans jamais avoir su sourire. Et il est mort en plein été, seul. Les parents étaient partis voir un film, ils l'avaient oublié. Ils n'ont jamais su donner d'amour. On l'a mis en terre dans un petit cercueil blanc. Les policiers les ont placés en garde à vue. Ils ont nié, ils ont menti, ils ont joué aux pauvres parents éplorés. Et ils ont été relaxés. Ma grand-mère paternelle. À 2 ans, elle m'a enlevé à eux pour m'emmener à la campagne, dans sa vieille ferme délabrée. J'y suis resté tranquille et aimé pendant 5 ans. C'était la guerre, le Pépé faisait du marché noir. Il n'était pas joli, Pépé. Tous les matins, il attachait les chiens et il les battait à mort. Et un jour, il en a visé un à la carabine pour rigoler. Il s'appelait Kid. Et il est mort. Et moi, il m'enfermait quelquefois dans la soue avec les cochons pour me punir de ne pas manger ma soupe. À 5 ans, fini le bonheur de la campagne. Mes grands-parents ont vendu leur ferme. Je rentre chez mes parents. Et je me retrouve confiné dans une seule pièce, sans eau, sans confort, sale. Nous sommes des pauvres. Et je le découvre. Et à part ça, je grandis désormais dans l'indifférence générale. Et déjà, mon père me dit ces mots d'amour. « T'es une abrutie et une conne. Mais comment ta mère a pu faire un laidron pareil ?» Et moi, je sais déjà qu'il faut baisser les yeux, ne pas bouger. La conne apprend vite. Hein. Mon père travaille assez peu, il faut le dire. Il fait des livraisons pour des confectionneurs de fringues avec un triporteur. Et tout le reste du temps, il dévore des romans policiers, couché sur son lit. Ah, je crois qu'il a fini par faire un transfert avec sa propre vie. Il est rentré dans la peau des personnages. Quant à maman, elle peint ses ongles en carmin, en grenat, le plus rouge possible. Elle ne s'occupe pas de moi. Elle vit dans une bulle. Le dimanche, parfois, nous allons chez Tati Germaine, en triporteur. C'est un vélo coupé en 2, surmonté d'une grosse caisse. Mon père devant, sur la selle, ma mère derrière lui, et moi, dans la caisse. Et quand on arrive, chez Tati Germaine, papa devient raffiné. Et hop, une main au cul à maman, et hop, une main au cul à tata. Qui entre nous est sa maîtresse. Chut. Et après, il s'assoit sur la table, et il pète sur la toile cirée à fleurs de tata. Et les femmes rient. C'est comme ça que j'ai été élevé. Les rôles, les pelles, les gros mots, les baffes, les coups de martinet, les insultes. Il ne fallait rien attendre d'eux. Ils ne pouvaient que faire du mal. Tous les matins, je dois vider sa cuvette de pisse. Mais attention, hein, surtout ne pas verser une goutte. Il m'attend devant la porte, autant de pipi par terre, autant de paf. À la SPA, mon père a acheté un berger allemand. Et puis il s'aperçoit que le nourrir est trop cher, il veut l'abandonner. Et c'est moi qui l'envoie l'abandonner dans la rue. C'est ça ou une trempe? Alors je pleure. Et je rentre seul, avec la laisse vide. Putain de vie. Comme je commence à avoir des seins et des fesses, une idée saugrenue fait tilt dans sa pauvre tête.
Son beau-frère Albert a une fille de mon âge. Eh ben, il n'y a qu'à les échanger et les déflorer. Mais heureusement, Albert, qui est menteur, voleur et alcoolique, mais qui n'est pas un mauvais bougre, a des scrupules. Il finit par casser la gueule à papa. J'ai 13 ans. Un jour, il est assis sur le coin du lit et il sort des bouquins. Mais pas des polars, hein. Des pornos. Des pornos avec des images en couleur. Tiens, lis ça, t'auras de la couleur. Je ne veux pas. Il m'attrape par le cou, il me force à lire. Et après, il se déshabille, il s'allonge sur son lit, tout nu, et il commence à se masturber, lentement, puis de plus en plus vite. Et à la fin, il gémit en me regardant. Et les yeux dans les yeux, il me dit « Quand t'auras ça dans le cul ?» En me disant ça, il ouvre une brèche de haine tellement forte qu'elle ne partira jamais. Je vais maintenant sur mes 17 ans. Et un matin du mois d'août, nous voilà partis dans sa Juve A4, sans siège arrière ni vitre, en vacances pour un mois, à Notre-Dame-du-Mont, en Vendée, comme d'habitude. Il attend ça depuis 1 an. Il est heureux. C'est un papa tout doux, presque une peluche. Et pourtant, à cet instant, débute une monstruosité incommensurable. Je ne pourrai jamais m'en remettre. À partir de ce moment où nous partons en vacances, l'année de mes 17 ans, il brise ma vie en deux. Quand on arrive à Notre-Dame-du-Mont, ma mère se précipite au soleil sur le sable, pour oublier sa vie difficile, ce mari brutal qu'elle n'aime plus depuis si longtemps. Et moi, je retrouve mes copains, on vient là en vacances tous les ans. Nicolas, mon préféré, est venu cette année avec sa petite sœur, Louise, une blondasse bronzée que j'appelle tout de suite la noiraude. Collante, chiante, une peste, un vrai poison. Mais papa la trouve tout de suite amusante. Et donc, petit à petit, elle est là, avec nous sur la plage. Elle fait du ballon avec mon père, des galipettes, ils se baignent. Et ses parents à elle, ils trouvent ça naturel que leur enfant s'amuse. Personne n'a rien vu venir. Mon père lui amène des gâteaux. Et le soir, après la plage, il enfourche son vélo pour aller lui acheter des bonbons pour le lendemain. Ma mère, elle, la trouve envahissante. « On fiche le camp d'ici. J'en ai marre, va voir tes parents. » Les deux familles sont là, à quelques mètres. Et on se sourit. Et on se fait des signes amicaux. « Je vous en prie, protégez-la par pitié. » Les jours de pluie, pas de plage. Alors il ne mange plus, il ne parle plus. Et il finit par aller rôder autour de la maison de ses parents pour essayer de la voir quelques secondes. Demain, avec un peu de chance, il fera beau. Maintenant, Louise l'appelle papa Dédé. Elle a trouvé un nouveau papa. Et ils se cherchent tous les deux. Ils se regardent, ils se touchent. On pourrait presque croire à un coup de foudre. Il l'aime. Il vient de tomber amoureux à 38 ans d'une fillette de 8 ans. Le retour vers Paris se fait dans un mutisme total. Son visage est gris, ses yeux fixes, une tête de mort. Et dans notre pièce minable, il se met à tourner en rond, à pleurer, à refuser de manger, et surtout à devenir de plus en plus brutal. Et maman le traite de fou. « Mais t'es complètement dingue. T'es malade. »« Mais tu peux pas comprendre. Je l'aime, cette môme. Elle me manque, c'est tout. J'ai besoin d'elle. » On est terrorisé. Il est capable du pire dans ces moments-là. Il commence à parler de descendre la voir. « Pas longtemps.
Juste un jour ou deux. Et après, je pourrai l'oublier. Tout redeviendra comme avant. Mais en mieux, hein. Je vais changer. Je vais changer, vous allez voir, vous serez étonnés. Et un jour, je l'entends dire à ma mère. T'inquiète pas. Ça ira très vite, hein. Je veux juste revoir ma petite Louise, et après je remonte. Les parents de Louise auraient dû le foutre en l'air immédiatement à sa descente de voiture. Au dernier moment, il a voulu que j'y aille avec lui. Il a mis quelques affaires dans un vieux sac. Moi, je n'ai rien emmené. J'appréhende ce voyage qui n'a rien de normal. J'ai envie de fuir. J'ai envie de hurler. Ah, tu comprends, elle est un peu comme ma fille, hein. On a passé de bons moments sur la plage cet été, hein. Ensuite, je te promets, je l'oublierai. On roule toute une longue journée. On ne s'arrête pas pour déjeuner. La nuit tombe. À un moment, il trouve un hôtel crasseux. Il veut absolument que je dorme avec lui. J'ai détesté cette nuit-là. Tu sais, je lui ai écrit, hein. Ah ouais, plusieurs lettres. Elle m'a même pas répondu. Elle avait promis de me répondre. C'est pas gentil. Le lendemain, on est arrivé très tôt devant l'immeuble des parents. Il a tourné autour, longtemps, en marchant vite. Il pleuvait, il ne s'en apercevait même pas. Il fallait qu'il la voie vite. Alors il a eu une idée. On va aller la chercher à l'école, hein? Et puis on va faire une fausse autorisation de sortie. Et toi, t'iras la chercher. Ok? Mais comment la directrice de l'école a-t-elle été aussi naïve? Louise était demi-pensionnaire. Quand je suis arrivé dans la cour de l'école, elle a couru vers moi. Je la connaissais. Et puis j'avais cette lettre des parents. J'étais habillé sagement. La directrice l'a laissé partir. Quand j'y pense quelques années plus tard, enfin, j'aurais dû tout arrêter. J'aurais dû le dénoncer. Mais j'avais peur. J'avais peur. Quand ils se sont retrouvés, ça a été une explosion de joie, de larmes, de rires. Et moi, je me suis retrouvé la spectatrice d'un non-sens sordide. Il m'a dit qu'il voulait rester seul avec elle. Alors il m'a amené à la gare. Et il m'a acheté un billet de train pour Paris en me disant « Je vais être clair. Si tu parles, je te crève. Je te retrouve et je te surine. Tu m'entends? Mets-toi bien ça dans ta tronche. » J'aurais dû le foutre en l'air. Je me retrouve à la gare. Mon train n'arrivera que dans quelques heures. Alors je vais faire quelques pas dehors. Une voiture de police passe. Et si c'était pour eux? Non. Non, c'est trop tôt. Quand j'arrive à la maison, dans le couloir de mon immeuble, il y a 2 policiers qui m'attendent. Mademoiselle Berthaud? Oui? Suivez-nous, s'il vous plaît. On a quelques questions à vous poser, ça sera pas long. J'entre dans un bureau. Où est votre père? Où est-ce qu'il a emmené l'enfant? Il avait prémédité son geste? Vous êtes sa complice, hein? Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher l'enfant à son école avec une fausse lettre? C'est lui qui voulait. Me dites pas qu'à votre âge vous avez 17 ans, c'est ça? Votre père vous force. Ben si, il me force. Vous savez où est votre père et vous allez me le dire. Je sais pas. Comment est-ce que je peux savoir où ils sont allés? J'y suis pour rien. Eh bien si, j'y suis pour quelque chose, d'après eux. Et ils se mettent à me parler de prison. C'est ce qui vous attend, si vous ne dites rien. Et je peux vous garantir que vous y resterez longtemps. Allez-y, crachez le morceau! Dire quoi?
Dire que j'étais une enfant martyre? Que mon père a menacé de me tuer, qu'il me terrorise depuis mon enfance, que ma mère laisse tout faire sans jamais intervenir et qu'elle a les ongles rouges? Alors pour en finir, je m'accuse de tout. Oui, c'est moi, j'ai tout organisé, tout est ma faute, mon père il a rien fait. Et après je me dis que je vais pas finir ma vie en prison à cause de lui, alors je fais marche arrière. J'ai menti. Mon père il m'a forcé. J'ai toujours eu peur de lui. C'est un monstre. Il m'a obligé. Il m'a menacé de me tuer. Je m'embrouille. Je sais, on dirait une abrutie. Je m'enfonce. Je n'ai pas su plaider ma cause. Bien, mademoiselle. Eh bien, vous allez passer la nuit au dépôt. Vous verrez, les sœurs sont très gentilles. Et je me retrouve au dépôt du palais de justice. Une greffière prend mes empreintes, ma photo. On me donne une couverture, un drap, une assiette cabossée, un verre en ferraille et du papier WC. Et voilà. La cellule sans la moisissure et les latrines. Donc, mon père a encore fait le con. Il n'a pas rendu l'enfant comme il l'avait promis. Pourvu qu'il se passe rien de fatal. J'en veux à ma mère. Elle pouvait tout arrêter. Elle pouvait faire capoter son projet. Elle pouvait lui interdire de m'emmener avec lui. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas eu le courage. Elle s'en foutait. Famille, je vous hais. J'ai passé une journée entière assis sur le lit, ratatiné au fond de ma terreur, avec l'envie de hurler. Le matin du 3e jour, les policiers m'ont encore interrogé. Et j'ai dit ce qu'ils m'avaient ordonné de dire, comme un enfant bien sage. Je suis allé au bout de l'absurde, comme si j'avais besoin d'une punition. La conciergerie du palais de justice de Paris est gérée par des bonnes sœurs. Elles viennent me voir dans ma cellule. Et dans leurs bras, je craque enfin. Je leur raconte tout, en bloc. Je me délivre de mon mal de vivre. Et ça dure longtemps. Et elles se rendent compte de la tragédie qui se prépare. Et une des sœurs va même voir maman à son travail à Monoprix pour qu'elle agisse auprès de la police, pour me faire sortir de cet enfer. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle s'est braquée, elle a fait un scandale, elle a appelé le chef du magasin et elle a fait jeter la sœur à la porte, sans ménagement. Un matin, 3 policiers arrivent. « Mademoiselle, préparez-vous, vous êtes transférée à la prison de la Petite Roquette. » Ma mère n'est jamais venue me voir en prison. Jamais. Elle s'en est lavé les mains. À la prison de la Petite Roquette, quand la lourde porte se referme derrière moi, je comprends que j'ai atteint le fond du gouffre. Je me retrouve dans une cellule avec 2 détenus qui me sondent méchamment, et je comprends que si je veux survivre, il faudra que j'apprenne à me battre. Je n'ai aucune nouvelle de dehors. Si une sœur est venue me voir au parloir, comme ça, par pure bonté. « Oh, ma pauvre Danielle, votre père et l'enfant sont toujours introuvables. Personne ne sait où ils sont. On ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. » Un matin, on me demande au bureau de la chef. « Bien. Votre père, mademoiselle, a eu un accident. Il est blessé? Non. Il est mort. » Et moi, je pleure. J'ai tant prié pour que ce jour arrive. Et voilà que je pleure.
J'ai appris plus tard ce qui s'était passé. Le jour où il m'a laissé à la gare. Il ne l'a pas ramené à ses parents. Il a loué une chambre et il a passé la nuit serré contre elle. Pas plus, pas moins. Le lendemain matin, il a allumé la radio. Disparition d'une fillette, le ravisseur est un transporteur de 38 ans qui est inconnu des services de police, mais qui est peut-être dangereux. Et là, il a pris la pire décision de sa vie. Il l'a emmenée vers la mer, à Notre-Dame-du-Mont, là où il l'a rencontrée. Il a loué une maison, et toutes les demi-heures, il est allé à sa voiture pour écouter la radio. Il était devenu l'ennemi public numéro 1. Et puis il l'a emmené jouer sur la plage. Il l'a porté sur son dos. Ça a duré 3 jours. Et puis il s'est fait repérer. Alors il s'est enfui vers Paris. Il est allé se planquer avec Louise, d'abord dans la forêt. Et puis il a fini par appeler sa mère et son beau-père qui ont accepté de le planquer dans leur villa de Champigny. Quand il est arrivé, sa mère n'a pas voulu l'embrasser. Et son beau-père l'a injurié. Mais ils l'ont gardé quelques jours. Et puis ils ont fini par le balancer à la police. « Tu vas parler ? Dégueulasse, va. Fumier, pédophile. Dis que t'en as profité, dis que tu l'as violé. » À un moment, profitant de l'inattention des policiers, il s'est levé, il s'est emparé d'un couteau et il s'est enfoncé la lame sur le côté gauche. On l'a amené à l'hôpital, mais c'était trop tard. Il était mort. Le quadragénaire, qui avait l'âge mental d'un enfant de 12 ans, vient de se donner la mort en s'enfonçant un cran d'arrêt dans le cœur pendant son interrogatoire dans les locaux de la police. L'enfant est saine et sauve et elle vient d'être remise à ses parents. Et moi, on me transfère dans une autre prison, en Avignon. Et je me retrouve seul, abandonné par cette famille maudite. Mais merde, où est ma mère? Elle m'a jamais écrit, elle n'est jamais venue me voir. Elle ne vaut pas mieux que mon père. Et puis un jour, la porte de ma cellule s'ouvre. « Le juge veut vous voir, mademoiselle. » On me pousse dans une pièce. « Asseyez-vous, je vous prie. » Bien. Mademoiselle, les parents de l'enfant ont décidé de retirer leur plainte. C'est le plus généreux des pardons. La mort de votre père a en quelque sorte fourni les preuves de votre innocence. L'enfant est saine et sauve. Elle n'a subi aucun sévice pendant son enlèvement. Et donc vous êtes libre. La maman de Louise m'a dit « Je vous en veux pas, vous savez. Vous avez agi sous la contrainte de votre père. Vous pouviez pas faire autrement. Alors ce drame nous a anéantis. Et il nous faudra du temps pour essayer d'oublier, mais je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez en faire autant. » Et la petite Louise m'a sauté dans les bras et elle m'a embrassé. Tu sais, tous les soirs avant que je m'endorme, il m'embrassait. Et il me racontait des histoires. Je l'aime beaucoup, hein. Il est où maintenant, mon papa Dédé? Il va bientôt venir me voir? On s'amusait bien tous les deux. Quand je suis arrivé chez moi, ma mère m'attendait en haut de l'escalier. On ne s'est rien dit. J'ai dû faire face seul. On a vécu quelques années ensemble, dans l'indifférence. Et puis un jour, je suis parti. Ça fait des années que je cherche à comprendre l'amour qu'il a eu pour cet enfant de 8 ans. Personne n'a compris. Ni les psychologues, ni les médias, et moi, encore moins. Peut-être qu'il n'y a simplement rien à comprendre. Mais entre nous deux, reste la haine. La sienne qui est encore tenace après la mort, et la mienne qui est indestructible. N'attends aucun pardon de ta fille.
Le livre dont j'ai tiré ce récit, Daniel Berthaud, votre livre, s'appelle Les Ongles Rouges. Il est paru dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle C'est écrit. Oui. Et vous avez mis, il est sorti en 2014, vous avez mis 50 ans à le publier. Pourquoi 50 ans après? Pour redire qu'il n'y aura jamais de pardon? Et il n'y aura pas de pardon. Le pardon sera impossible. Et j'ai écrit ce livre pour mes enfants et mes petits-enfants. Qui savait ou qui ne savait pas? Qui savait? Depuis quand? Mes enfants, depuis l'âge de 16 ans, où je leur avais expliqué la chose. Mais sans plus. Ouais. Et j'ai voulu qu'ils le savent, ce que leur grand-mère, la mère, déjà avait subi, cette souffrance, cette peur, par un être qui était complètement fou. Et puis mes petits-enfants par la suite. Donc je me suis dit, j'arriverai à être immortelle grâce à ça. Est-ce que ça a beaucoup pesé sur votre vie? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça a duré des années. J'ai mis des années à m'en remettre. Et c'est vrai que j'ai été mal. J'avais un mal-être pendant des années qui est parti petit à petit. Et là, je m'en sors. Je suis bien mieux. Mais c'est encore en moi. Et je crois que malheureusement, ça sera toujours en moi parce qu'on ne peut pas oublier. Vous avez géré ça toute seule? Oui. Je veux dire, sans psy? Toute seule, sans famille, sans psychologue. Tout le monde s'est retourné. Mes grands-parents ne sont pas occupés de moi, les tantes non plus. Maman m'a dit que tu es une menteuse. Jusqu'à la fin de sa vie, elle est décédée à 86 ans. Et à la fin, elle me disait, tu es une menteuse, tu as tout inventé. Et ma famille m'a abandonnée. Elle ne voulait pas regarder la réalité en face. Vous vous êtes mariée, néanmoins? Oui, je me suis mariée. Vous avez eu 2 enfants? J'ai 2 enfants, j'ai 5 petits-enfants, et j'ai une vie tout à fait normale maintenant. Mais c'était là toujours dans un coin, et 50 ans après, il a fallu le poser sur du papier. Oui, et ça m'a fait un bien fou, parce que le livre, je l'ai écrit avec de la haine. Du reste, ça se ressent dans le livre. Oui. Et il est dur, je trouve qu'il est dur, et peut-être pas suffisamment dur. Je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses. Donc vous en préparez un deuxième, c'est ça? J'ai fait l'autre, mais finalement, j'aurais pu, et je regrette, c'est pire que ce qui est raconté. Alors il faut qu'on s'arrête tout de suite sur cette expression que j'ai employée, parce que vous l'avez employée. Moi, je ne fais qu'écrire avec les mots des gens, et je ne m'accapare pas leur récit, mais qui a pu troubler les gens qui nous écoutent. Vous dites, mon père est tombé amoureux de Louise. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'autres mots? Non, il n'y a pas d'autre mot. Il était amoureux de cet enfant. Et elle était amoureuse de lui? Elle avait 8 ans. C'était son papa Dédé, c'était son copain pour elle. Mais elle l'aimait beaucoup. Mais lui, il avait une passion pour cet enfant. Il était totalement amoureux. Il ne pouvait pas vivre sans elle. C'était sa passion. Mais il ne l'a pas violée? Apparemment non. Sûr? Il n'y a pas de sûreté. En tout cas, la petite n'a sûreté. pas dit qu'elle avait été violée. Elle n'a pas dit qu'elle avait été violée, mais j'ai des papiers à la maison que j'ai reçus derrière l'affaire, où cette histoire sera divulguée. L'affaire sera divulguée 70 ans après, à savoir ce qu'il s'était vraiment passé. Donc il faut encore attendre 10 ans. Voilà. Il n'est pas pédophile? Non. Et il se masturbe devant vous, tout de même? Oui. Très souvent, j'ai mis une fois, mais c'était très souvent. Ah. C'était un malade d'une méchanceté comme c'est même pas permis, parce que j'ai eu mon enfance depuis mes 5 ans jusqu'à 17 ans, où j'étais battue toute la journée. Dès que je rentrais de l'école, j'étais battue. Alors c'était à coups de pied, c'était à coups de poing, c'était à coups de ceinture, à coups de chaise. Mais il ne vous a jamais touché? Jamais. Ça, vous pouvez le dire avec certitude. Je peux le dire, mais je pense il est mort un peu trop tôt. Et vous étiez pile à l'âge où il aurait pu vous violer. Voilà. Je pense qu'il y pensait, puisqu'il voulait déjà me mettre dans la rue pour que je lui rapporte de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a, votre père? On dit fou. Parce qu'on dis c'est un enfant de 12 ans. Je pense qu'il est resté à l'âge de 12 ans parce qu'il faisait des choses comme un petit enfant aurait pu faire. Il voulait pas travailler, il ne s'occupait de personne, il avait ses violences toute la journée, il était violent. Pas avec maman, mais avec moi. J'étais son souffre-douleur. Fou et pervers tout de même. Et pervers, bien sûr, il était pervers. On pense au fameux pervers narcissique, expression qu'on utilise un peu trop souvent, mais là c'est quand même la perversité à son service. Oui, mais c'est la facilité, c'était sur une enfant. C'est donc extrêmement facile d'être cruel avec un enfant qui ne répond pas, qui a peur, et qui finit par se dire finalement c'est de ma faute. Question d'éducation aussi.
Son père est un tordu aussi. Son père était, voilà, son beau-père, pas son père. C'est son beau-père. Oui. C'était son beau-père qui le frappait aussi. Mais c'est pas pour autant qu'on doit refaire la même chose sur les enfants. Louise, c'est pas son vrai prénom. Non. Vous n'avez pas voulu donner le vrai prénom. Est-ce que vous l'avez revue, cette Non, fille? et j'aurais bien aimé la revoir, parce que maintenant c'est une femme qui a 70 ans, qui a fait sa vie, bien sûr, qui s'en est bien sortie, je pense, parce que pour elle, ça a été des vacances. Elle n'a pas réalisé, on le voit dans cette phrase, ce qu'elle vous dit quand vous la voyez juste après votre sortie de prison. Il est où maintenant, papa Dédé? Moi, je l'aime beaucoup, papa Dédé, on s'amusait bien tous les deux. Oui, comme des enfants. Exactement comme des enfants. Elle n'a rien compris à l'incongruité de ce qui s'était passé. Et c'est très bien. Et je suis contente, et j'espère que les parents n'en ont pas parlé, ou beaucoup plus tard. Et ils sont assez formidables, les parents. Ils sont extraordinaires. J'ai jamais rencontré des gens d'une bonté pareille. Grâce à eux, j'ai pu m'en sortir, autrement je m'en sortais pas. Après, je pense qu'ils ont dû culpabiliser aussi parce qu'ils ont été d'une immense naïveté. Il fallait être aveugle pour ne pas comprendre que cet homme avait un regard malsain sur cet enfant. Non, ça ne se voyait pas. Non, il jouait avec l'enfant, il jouait avec moi aussi, donc on jouait tous les trois parce que j'étais obligée, pour les parents, que ça fasse vrai. Et les parents, non, nous souriaient, c'était des gens que l'on connaissait. Non, on ne pouvait pas voir. Alors ce qui, évidemment, et vous ne l'avez pas fait, vous l'avez dit, aurait pu nourrir 50 ans de psychanalyse, c'est que il aime cette fille alors qu'il ne vous aime pas vous. Il a une fille. Et il a quelqu'un à aimer, il ne l'aime pas. Et il aime cette fille qu'il trouve sur la plage, c'est surréaliste. Et oui, c'est surréaliste, mais est-ce qu'il pensait que je n'étais pas sa fille? Je pense qu'il y a peut-être une chose comme ça aussi, puisque maman avait un amant, et il s'est dit, est-ce qu'elle est ma fille? Et est-ce que vous êtes sa fille? Et je lui ressemble. Physiquement. Pas moralement. Je lui ressemble physiquement, donc je pense, sa fille. Ah, vous pensez que c'est ça qui a nourri ce désamour? Je pense parce qu'il me battait toujours lorsque maman était là. Autrement, il me fichait la paix. Pour qu'elle le voie. Fallait qu'elle le voie, fallait qu'elle assiste. Narcissique. Elle assistait. Narcissique. Oui. C'est sa blessure à lui. Oui, sur un enfant, sur un petit. Vous parlez beaucoup de l'indifférence de votre mère pendant toute cette période. On est assez stupéfait, évidemment, par l'attitude de votre maman. Elle a disparu aujourd'hui, je suppose? Elle a disparu il y a 10 ans maintenant. Vous avez gardé le contact jusqu'au bout? Oui. Pourquoi? Oui, tout de même, parce qu'à la fin, elle me faisait un petit peu de peine. C'était une petite mère, c'était une petite grand-mère. Donc... Mais on ne s'est jamais entendu. Jamais, on n'a jamais eu de discussion. Elle ne voulait pas parler. Ou de rien. De ce qui s'est passé, vous n'avez jamais parlé avec elle? Jamais. C'est-à-dire, vous rentrez à 17 ans à la maison et on n'en parle pas? Non. On se rencontre dans le couloir puisqu'elle m'attendait, les bras croisés. Et on n'en parle pas, on rentre, je rentre dans la pièce et elle me parle, tiens, j'ai fait la cuisine, j'ai fait telle et telle chose. Et on n'a jamais parlé de rien. Elle me disait, tu es une menteuse, de toute façon. Tu racontes n'importe quoi, tu es une menteuse. Elle vous aimait pas? Ben, je pense que si, mais je me demande si elle était où elle avait peur de mon père, ce qui m'étonne, ou elle était laxiste, elle était dans son monde. Parce que c'est un des grands non-dits de notre époque, c'est qu'on ne veut pas dire les choses. Ça peut arriver que des parents n'aiment pas leurs enfants. Et d'ailleurs, sans doute, ça peut arriver que des enfants n'aiment pas leurs parents. Donc voilà, elle ne vous aimait pas, ou alors, elle aussi était malade. À sa façon. Est-ce qu'elle était malade? On sent une forme de dépression. Elle était dans son monde, elle avait un autre homme dans sa vie. C'était le voisin. C'était le voisin. Ouais. Elle l'a épousé. Après, la mort de votre père. Après. Oui. Et est-ce qu'elle a été heureuse avec lui? Est-ce qu'elle n'avait pas été avec votre père? Non, parce qu'elle était dans son monde. Non, c'est vrai. Elle était dans son monde. Et ils n'ont pas été heureux tous les deux. À l'époque, dans les années 60, on disait des gens comme ça qu'ils étaient neurasthéniques. Peut-être, elle parlait pas. C'était dépressif en vérité. Elle parlait pas, elle ne riait pas, elle ne s'occupait de personne. Elle était dans son petit coin. Elle faisait ses ongles, par contre. Ça, c'est le souvenir affreux que j'ai. Elle faisait ses ongles qu'elle avait fort longs et magnifiques. Et c'est tout. J'ai pas de souvenir d'elle. Elle s'occupait pas de moi. Un mot sur une scène qui a pu rester assez mystérieuse, qui est la mort de votre frère, que vous racontez au tout début du livre, un peu comme le petit. Qu'il n'aimait pas non plus, donc. Ah non, parce que ce pauvre petit avait un goitre. Donc il n'était pas comme tout le monde. Donc il était bien sûr détesté. Et ils l'ont laissé dans son berceau. L'été, la fenêtre était ouverte. Ils sont partis toute l'après-midi au cinéma. Ils sont rentrés très tard le soir. Et il est mort de quoi? De déshydratation? Déshydratation. Il y a eu une enquête? Oui, mais ça faisait les gentils parents épleurer. Donc il ne s'est rien passé. Alors qu'ils l'ont tué, moi je dis, ils ont tué cet enfant.
Moi, je me demande si ça n'est pas le duo qui était maléfique. Comme si deux êtres tordus s'étaient rencontrés à un moment et avaient constitué un duo maléfique qui était incapable d'aimer. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas d'amour. Il y avait de l'amour pour personne, ni entre eux, ni lui pour moi. Elle, je ne sais pas, mais je ne crois pas, puisqu'elle était dans sa bulle, elle s'occupait de rien. Elle était passive. Il me battait, il me battait à coups de chaise, et à la limite, elle ne regardait pas, elle était passive. Vous, donc, dans votre vie après, il a fallu que vous inventiez la notion d'amour maternel. Eh bien, j'ai eu du mal, parce que j'ai eu peur pour mes enfants de refaire ce que l'on m'avait fait. Et il a fallu improviser, puisque vous n'êtes aidé par personne. J'ai pas été aidée, non. Pas par votre mari, peut-être. Oui, non, j'ai un gentil mari. Mais mes enfants, finalement, je les ai aimés tout de suite. Mais j'ai eu peur tout le temps de leur faire du mal. C'est-à-dire, vous avez eu l'évidence de la maternité, alors qu'elle n'avait jamais connu ça, quoi, votre mère. Oui, elle n'a pas connu, elle a tout refuté. Et moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur pendant des années. Je me suis dit, pourvu que je ne refasse pas ce qu'il m'a fait. Quelle tête ils ont fait, vos petits-enfants, quand vous leur avez raconté cette histoire, quand ils ont découvert que mamie, ils ont lu le livre. J'ai ma petite fille à 26 ans, donc elle savait aussi. J'ai mon grand qui a 14 ans, qui est surpris. Il me dit, mais est-ce que tu crois que tu ne racontes pas? Je dis, non, je ne raconte pas, parce que c'est trop. On vous a déjà dit ça, parce que ça m'a traversé l'esprit en écrivant le livre. Comme en plus, il n'y a pas de notion de date, il n'y a pas tellement de notion de lieu non plus, hormis les vacances à Saint-Jean-de-Mont. Oui. Je me suis dit, elle est vraie cette histoire? Parce qu'elle paraît tellement surréaliste qu'au bout d'un moment, on se dit, elle ne raconte pas d'histoire. Et d'ailleurs, assez gentiment, vous nous avez envoyé des journaux de l'époque pour qu'on vérifie que véritablement, André Berthaud avait commis ces faits. Ça faisait la une des journaux à l'époque, ça faisait une de François. Bien sûr. Et puis, malheureusement, c'est vrai. Et je crois que c'est encore pire que ce que l'on peut raconter. Parce que c'est 17 ans de souffrance. Merci, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Daniel Berthaud, d'avoir accepté que je pose ma voix sur vos mots, tirés de ce livre qui s'appelle Les Ongles Rouges, édité par C'est écrit, 7 comme le chiffre écrit derrière, que vous trouverez via Internet. Et on attend donc peut-être un deuxième livre dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et ce livre, je le redis, mérite un éditeur, un vrai. Merci Daniel Berthaud. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.